Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Bon midi les démons, bienvenue au 26e épisode du Chevalier du démon du midi, le vendredi 28 avril. Ça fait bizarre d'entendre ma voix en intro, hein? On n'est pas habitué. Habituellement, c'est Jet Set Steve qui fait les intros, puis qui présente le show du haut de son perchoir de perruche riche. C'est pas facile à dire ça, essayez 3 fois très vite. Mais cette semaine, Steve a décidé de nous ghoster, les auditeurs, les amateurs d'horreur, les tripeux, comme dirait le dude de Horreur FM. Il a décidé de nous laisser tomber parce qu'il est à Barcelone, il vit sa vie de jet set, il est sûrement à poil sur une plage quelque part en train de boire du liqueur 43, pendant que nous, les pauvres plebs, on est ici, on travaille fort pour vous divertir. Donc, je peux le dire, je suis votre animateur Steph cette semaine et je suis accompagné par quelqu'un avec qui j'ai parlé la semaine passée de Evil Dead, de nos classements, avec qui j'ai passé du temps au New Jersey Horror Con, que j'ai une des fins de semaine les plus grisantes et tripantes de ma plus récente mémoire, je vous dirais. Son nom est Martin Bruyère et vous le connaissez tous de l'émission de Sur la route de l'horreur. Et ce soir, il m'accompagne sur le show. Comment vas-tu, mon beau Martin? Ça va bien. Il faut juste que je fasse une petite note. Tu sais, tu dis, pendant que Steve est en train de se la couler douce à Barcelone, puis nous autres, qu'on travaille fort. Mais c'est faux, Steph. Je ne travaille pas en ce moment parce que je suis en grève. Asti, hein? Tu travailles pour le gouvernement, on dirait, même. Ouais, mais c'est un petit peu ça, désolé. Hey, Steph. Il s'excuse pour sa profession. Steph, vu Oui. que Steve n'est pas là, puis vu que c'est toi là, qui mène le show, là, j'ai décidé de te faire une belle petite surprise. Je ne sais pas si tu as remarqué en ce moment, il y a quelque chose qui manque à l'écran. C'est quoi qui manque à l'écran? Quelqu'un qui a un quotient en bas de 75? Oui! Donc, on va le remplacer par quelqu'un qui a un quotient plus élevé. Ah, c'est C'est vrai. J'ai pas eu la chance d'avoir un graphique avec un chapeau de cowboy comme Steve a d'habitude. Hey, c'est bien cool, ça! Hey, ben c'est ton show, hein, il faut le souligner, tu sais. J'ai décidé de faire un petit cadeau comme ça. Ben, t'as vraiment de l'allure, toi. T'es un vrai chum, contrairement à Steve qui nous laisse tomber. On a-tu vraiment besoin de Steve, sérieusement, maintenant que j'y pense? Là? Non, vraiment pas, puis je pense qu'on peut continuer là-dessus. Faisons ça. Comment s'est passée ta semaine en horreur, Martin? Hey, pas grand-chose pour être franc avec toi. À part la grève. Là. C'est ça que c'est l'horreur, là, dernièrement. C'est la maudite grève. C'est-à-dire d'être dehors à piqueter puis à crier « solidarité » pour gagner quelques milliers de dollars de plus. Et comme des fonctionnaires, moi, je suis pas trop au courant de ce qui est en train de s'échanger à la table de discussion. C'est un petit peu horrifique dans ce cas-là. Mais... Ah ben, c'est ça. Ben, ça fit. On est sur le bon show pour en parler, ça veut dire. Sauf que j'ai quand même toujours de l'horreur alentour de moi. Et Colin, je veux pas trop en parler parce que tu veux en parler tantôt. Donc, je vais éviter de le faire. Je vais te laisser embarquer dans ce sujet-là tantôt quand ça va être le temps. Et ça va être pas mal ça, là, ma semaine en horreur. OK, c'est bon. T'es vraiment un tag team partner de rêve. D'ailleurs, quand on était au New Jersey, on a joué ensemble à Super Double Dragon. Ça fait une couple de fois que j'en parle en ton absence. On n'a jamais joué à ça. Puis, il faut que je te dise, il y a un genre de bro code quand on game sur le classic gaming. Ceux qui jouent à des beat-em up comme Ninja Turtles, Turtles in Time ou Super Double Dragon, c'est un bon exemple. Final Fight, il y a une technique pour être bon à ça. Quand tu essaies juste de manger les kills puis tu colles l'écran, puis tu kicks, puis tu punches à la même place que l'autre, ça marche pas. Tu finis par te faire blindsider. Nous deux, on était comme un fucking film de Jean-Claude Van Damme des 90s. On était dos à dos, man. Puis on pognait chacun les jobbers de notre bord, puis on se backait, puis on se protégeait. Puis Callis, on l'a fini first try, man.
Écoute, le plus drôle dans tout ça, c'est que je suis pas un gamer. Je l'étais quand j'étais jeune. J'ai passé Atari, Nintendo, Super Nintendo, puis après ça, j'ai comme complètement arrêté de jouer parce que je trouvais que c'était comme une perte de temps, puis je voulais comme concentrer mon temps sur autre chose qui était plus productif, tu sais. Mais je me demandais Attack of the Killer Donuts. entre autres, oui. C'est vrai que quand tu y penses, c'est peut-être un petit peu plus pire, mais il faut que tu m'expliques quelque chose, Steph, OK? On avait fini la game, tu as dit « Wow, on a réussi à faire Double Dragon ensemble la première fois en une shot. » Moi, je suis comme, ben, c'était facile. Pourquoi que c'est un exploit en tant que tel? Ben, c'est parce que quand tu n'as jamais gamé avec quelqu'un puis tu joues à un beat'em up, souvent, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de cohésion, puis les gens jouent pour eux tout seuls. T'sais, nous autres, on a joué en tag team, puis on se backait, puis moi, je disais, OK, je vais pogner lui, check mon dos pendant que j'y tire les cheveux, puis que j'ai crisse mes genoux dans les gencives, tu comprends? Puis on n'a même pas eu besoin de se le dire tant que ça. On avait une genre de chimie dans le game, puis on l'a fini first try. Puis moi, je le louais souvent, ce jeu-là, quand j'étais kid. Puis il faut croire qu'on avait moins de skill avec nos petites mains d'enfant pas développées, mais je ne l'ai pas fini facilement avant un bon bout. Puis là, on l'a eu first try. Fait que pour moi, je vais m'en rappeler de ça. C'est un highlight de notre voyage. Ça. Écoute, ça me fait plaisir. C'est le fun, c'est comme un petit duvet pour moi. C'est comme si tu me disais oh, Martin, Esti, puis moi, on a une chimie incroyable. On a connecté, on a fait Double Dragon ensemble. Deux gars collés ensemble à péter la gueule des autres en face de nous pendant qu'on se frotte les fesses. J'ai adoré, j'ai adoré. Pendant que tu étais chaud comme un rond de poil sur le Carolans à partir de 8 h le matin. C'était quoi tes go-to jeux? Je suis curieux, quand tu étais kid, c'était quoi? Tes jeux vidéo classiques? Moi, Ninja Gaiden, j'ai joué tellement souvent. Le 1, le 2, le 3. Mon préféré, c'était définitivement le 2. J'adorais aussi le 3. Puis le premier en dernier, parce que le premier, oh my god, je le trouvais difficile à terminer. C'était unfair le 1, man. Ah, il était ridicule. Surtout que tu tuais le maudit monstre à la fin. Tu essayais de tuer le maudit monstre à la fin, puis si tu avais le malheur de mourir, tu recommençais ta fête à l'autre bout encore. Ça, c'était chiant. Très cruel, man. Très, très cruel. Puis le premier boss, d'ailleurs, c'était un skin de Jason Voorhees, man. Il y avait un masque avec une machette. C'est vrai, il ressemblait énormément. À part ça, j'avais des jeux comme évidemment Freddy. Jason, Friday the 13th, même si, écoute, c'était tellement plate ce jeu-là, mais j'avais besoin de jouer. Et la première fois que j'ai tué Jason, j'étais tellement heureux, j'ai fait comme « Oh my God, j'ai fini le jeu! » Puis quelle fin de marde pour ensuite te battre contre un Jason qui est comme de flash et qui est capable de tirer avec des machettes comme si c'était des coups de mitraillette. T'es comme, voyons donc, je suis pas capable de faire ça, moi, là. Ouais, c'était cheap en crise comme jeu, ça. Puis c'était la même tune tout le long. Sur un loop constant, man. Ouais. On était patient quand on était petit quand même. Hein. Et il faut que je nomme aussi Final Fantasy. Final Fantasy a toujours été des classiques pour moi. Et même, ça, je ne suis pas très fier, là, mais quand Final Fantasy VII a sorti sur la PlayStation, j'ai pris une semaine off du travail juste pour jouer à ça. À Final 7. Final Fantasy 7. Oui, Final Fantasy 7. So, c'était un petit peu exagéré, je pense. Ben, c'est correct, mais tu fais bien, gars, tu es en grève aujourd'hui. Fait que tu revis ton enfance en ce moment. Hey, moi, by the way, on est 28 avril aujourd'hui. Demain, le 29 avril, c'est ma fête, man. C'est ma fête. Je vais avoir 41 belles années. Tu es encore jeune, toi. Exact. Ben, toi aussi. Martin, quand même, là, 63, c'est pas vieux. Je vis mes passions à fond la caisse. Je suis vraiment heureux. Puis je te dirais qu'il n'y a absolument rien qui peut me rendre de mauvaise humeur pas mal aujourd'hui. Ah, t'es sûr de ça, toi? Salut les tripeux! Je suis là pour vous dire qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Hey, ouais, dis-moi donc ça. Nice. Tu peux dire en même temps à Stéphane d'aller chier. Je veux dire, donne-y une mauvaise journée. Là. C'est sa fête demain. Là. Non, là, je vais me garder une petite gêne. C'est sa fête. Je vais au moins dire bonne fête, Stéphane. Merci. Bonne fête. Bonne fête. Attends, c'est quoi t'as dit? Bonne fête quoi? Stéphane? Me suis-tu trompé encore?
Tabarnak, man. C'est vraiment ma fête. Moi, je dis que c'est parce que Daniel, il sait lire. Ah, il y a peut-être un peu de cela aussi. Mon nom est écrit à toutes les semaines, mais non, c'est pas grave, je vais le prendre, ce cadeau-là. Daniel, merci infiniment. Ben, ça fait plaisir. Je suis vraiment content que tu sois là live avec nous autres cette semaine. Tu vois, Martin, quand Steve n'est pas là, il y a toutes sortes de choses magiques qui arrivent. T'sais. Le show reprend vie quand Steve n'est pas là. T'sais. Moi, c'est drôle parce que j'étais certain que Daniel était pour t'appeler Akaladémon. Akal. Ah, je pars assez vite. Ah. Exact. Fait Hey, qu'est-ce Dan, qui s'est c'est quoi les passé? nouveautés? Pas les nouveautés, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est des vieilleries, là. Jeez. Ben, aujourd'hui, en ce 28 avril, il y en a un total de 18 qui sont sortis. Et voici les highlights. Premièrement, en plus, j'ai du support visuel. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est bien cool. On a... Hey, en plus, c'est un film de fight. Bloody Birthday en 1981. Hey, c'est mon show, hey, hein? C'est un slasher où 3 enfants qui sont nés le même jour pendant une éclipse lunaire, ils se mettent à tuer des gens dans leur entourage quand ils atteignent l'âge de 10 ans. C'est réalisé par Headhunt, qui a aussi réalisé The Brain, le film avec un cerveau géant qui tue. Mais si vous devez regarder au moins un film de sa filmographie, checkez Bloody Birthday. C'est vraiment bon. C'est vrai que c'est bon. Le kill count de ce film-là est fantastique. Oui. Ouais, Mais c'est vraiment un bon film. Ensuite, on a... Ah, man, il y a du reflet. The Initiation, qui est un film de 1984, encore un autre slasher. Cette fois-ci, c'est une initiation dans une sororité qui vire mal. C'est avec Daphne Zuniga qui était dans Spaceball, puis c'est surtout connu pour son punch final qui est un peu beaucoup sorti de nulle part, un peu comme Happy Birthday to Me, Sleepaway Camp, puis des films comme ça, là. Ben, tu vois, c'est la fin que j'ai vraiment aimé de ce film-là. Ah, moi aussi. J'ai adoré le film en tant que tel, mais quand j'ai vu la fin, j'ai fait comme holy shit, j'ai jamais vu venir ça, mais pas en tout. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment, pour moi, la fin a fait le film. Ouais, ben, comme bien des films de ce temps-là, les shock reveal, shock ending, il y avait beaucoup de premières, puis les réalisateurs prenaient des chances dans ce temps-là. Hein, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de bâtons dans les roues des studios pour les bloquer. Fait ils pouvaient laisser aller leur génie créatif avec des affaires comme ça. Ouais, c'est ça. Sleepaway Camp, by the way, mes enfants ont juste vu la scène finale avec Felicia Rose qui était avec la gueule ouverte de la fameuse scène que tout le monde connaît. Mon plus vieux dit j'ai des frissons partout. Juste à cause du regard qu'elle fait, puis le plan de caméra, tu sais. Des shock reveals comme ça, puis Initiation, raconte donc le shock reveal, justement, Martin. La fin m'échappe comme ça. Là. Non, je ne veux pas la compter. Voyons donc. On spoil tout. Non. Moi, je spoil pas, surtout pas cette fin-là, parce que je veux que les gens regardent The Initiation. Ça vaut trop la peine. Ah, ben ça va peut-être faire partie de leur regard, moi, ça, maintenant. Ok. Ensuite, on a en 1987, là je l'ai juste en double feature, on a The Outing, qui est ici. Ça a l'air que c'est un autre slasher. Celui-là, tu l'as vu, Martin, moi je ne l'ai pas vu. Mais d'après mes recherches, c'est un slasher surnaturel à propos d'une lampe magique puis d'un génie. Ce dernier se met à posséder le corps d'une jeune fille et il tue du monde dans un musée. C'est aussi connu sous le nom de The Lamp. Puis il est sorti chez Scream Factory en double feature avec The Godsend, puis chez Vinegar Syndrome sous The Lamp. Oui, et c'est beaucoup meilleur que Sorority Babes, Stéphane. C'est le même concept, mais... T'as même pas besoin de dire cette phrase-là. En fait, c'est assez évident. Ensuite, en 1989, on a The Horror Show, qui est aussi connu sous le nom de House 3 The Horror Show. Ce film-là n'a aucun rapport avec la série de films de Sean S. Cunningham, mais allez savoir pourquoi il s'est retrouvé à en faire partie. C'est un autre slasher, puis il est un peu dans le style de Shocker de Wes Craven. C'est une autre histoire de tueur en série exécuté via chaise électrique qui revient pour se venger. C'est avec Lance Henriksen puis Brian James, puis c'est vraiment le fun. Ah, c'est bien cool. Puis pourquoi ils ont attaché House à ça? Ça me fait penser à Hellraiser, man. Des films rendus au 6-7, c'est plus Hellraiser. Puis là, Pinhead apparaît soudainement. Ben, c'est exactement pour la même raison que ce qu'ils ont fait avec Hellraiser. C'est pour vendre le film. Parce qu'avec un nom comme House d'attaché après le film, il y avait plus de facilité à le vendre. Pourquoi qu'ils l'ont appelé The Horror Show à un certain point? I don't know. Mais si tu achètes le
la collection Arrow United Kingdom, t'as The Horror Show dedans qui s'appelle House 3. Nice shit. C'est Mais cool. moi, j'ai réussi à l'avoir chez Scream Factory, qui s'appelle The Horror Show, son titre original. Fait qu'il n'y a aucune mention de House sur ta copie, Dan. Non, aucune. Ben, attends une minute, c'est là. cool. Peut-être en arrière. Non, même pas. Calé, c'est weird. Ouais, hein? Ensuite, en 1995, on a Village of the Damned, qui est le remake du classique du début des années 60. Cette version-là est réalisée par John Carpenter, puis il raconte plus ou moins la même histoire, mais aujourd'hui, en 1995. Ça se passe dans un petit village où il y a eu plusieurs naissances louches en même temps. Puis quelques années plus tard, ces enfants-là se mettent à terroriser les habitants en lisant dans leurs pensées, puis en les forçant à se mutiler ou à se tuer avec leur pouvoir de persuasion. Ça met en vedette Christopher Reeves et Kirstie Alley. Je t'entends parler du scénario, Dan, puis on dirait l'histoire de la ville de Saint-Jérôme. Plusieurs naissances louches, puis des gens qui meurent dans des endroits étranges. Et je veux mentionner aussi que Village of the Damned ont été aussi repris pour faire une série télé. Hein? Ah ouais? Oui, série télé qui a été faite en 2017. Et si je ne me trompe pas, il y en a une autre qui s'en vient encore. Hein? Ah, je savais pas ça. J'ai manqué ça dans mes recherches. Ensuite, et finalement, en 2007, là, on est pas mal moins bon que tout ce que j'ai parlé. On a Lac Placide 2, qui est la suite sortie directement en DVD de Lac Placide. Le 2 est vraiment pas aussi bon que le premier. Les effets spéciaux sont dégueulasses, puis l'acting l'est tout autant. Pourquoi j'en parle? À cause du nom, I guess, là, parce que ça s'appelle Lac Placide. C'est dans C'est celle-là une que très bonne Robert raison. Englund? Non, Ah, pas dans ça- celle-là. OK, Few, me pose Non, je Monsieur pense Englund. qu'il est dans le 3 ou dans le 4, Robert. Ah, OK, il n'est pas dans le 2, mais il est dans le... Ah, si, ouais, man, ça ne doit pas s'améliorer à mesure que ça avance, ces films-là. Honnêtement, j'ai trouvé que le 2, c'était le pire. Oui, moi aussi. Non, moi aussi. Et le pire, c'est que j'avais mis ça sur ma liste de fêtes et c'est ma fille qui me l'a acheté et je ne l'avais jamais vu. Et quand je l'ai écouté, j'ai fait comme qu'est-ce que j'ai fait là? Pourquoi j'ai demandé de m'acheter ça? Mais tu sais, quand tu as une collection, ouais, tu veux la finir, donc Ben oui. au moins ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça qu'il y avait aujourd'hui, c'est tout. Ben, merci beaucoup. Ben, Hey, ça fait C'est plaisir. gentil, Dan. C'est vraiment cool que tu sois venu me dire bonne fête puis que tu aies finalement dit mon nom comme il faut. Il y a des gens qui vont être déçus parce qu'ils en profitaient pour rire de mon nom. Il y a quelqu'un qui m'a appelé Stéphano la semaine passée. Sylvie. Il est venu m'écrire. Il dit Hey Sylvie, Dan, il a parlé de. Comment ça tu connais le nom de Dan, pas le mien? Mais là, c'est réglé. Là. OK? Je t'en veux pas, Dan, je veux que tu le saches. Hein? C'est de bonne guerre, tout ça. J'espère que ça va continuer au fil des semaines qui avancent. Puis la raison pourquoi tu as parlé de Lake Placid 2, là, c'est parce que Donald Plante, il écoute notre show. Puis probablement que Donald a donné un 11 sur 10 à ce film-là, parce que Donald adore les mardes virulentes. Ouais. moi aussi, en passant là. Hein? Un ben peu oui, moins, oui. par exemple, Martin, là, quand même. Tu es un Non, peu moins oui, non. masochiste. Ouais, parce que Donald, il a sorti des affaires des fois, puis je suis comme, oh my god, t'as aimé ça là, comme pour vrai, là, ou tu me niaises-tu, ou tu veux juste faire comme si t'étais un tough, là, puis que t'es capable d'en prendre de la marde, là, tu sais. Il nous a parlé de Amityville Death Toilet avec un straight face. Là, je dis, dans pas long, il va s'esclaffer, puis il dit Amityville Death Toilet. Ça raconte. Là, j'étais, oh, Chris, il les raconte, là. Il part pas à rire, ou. Fait que là, je suis en train de le comprendre, le personnage de Donald. By the way, la semaine passée, au petit segment en sortant du cinéma, Martin, je pense qu'il a mangé 3 livres de popcorn dans le visage de. Je sais pas si tu as vu ça, Dan, mais pauvre Donald essaie de parler de ses films d'horreur de B à Z, puis t'as Martin en arrière, dans Shot, qui mange du popcorn en fixant Donald avec des yeux de psycho, man. C'était fantastique. C'était beau, c'était beau. Oh god, hey, merci beaucoup, Daniel. On Ben, se ça fait reparle. Puis bonne fête encore, Stéphane. Merci, Dan. À très bientôt. À Ciao. bientôt. Fait que c'est quand même cool, ça, Martin. Tu vois, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, oui, mais écoute, on a une bonne chimie, mon pis toi, mais tu sais, on n'a pas le même pacing que qu'est-ce que vous avez, toi puis Steve. So. Là, en plus, tu me demandes de faire ça,
Là, regarde, c'est pas un secret, là, c'est un lundi soir, bonne fête quand même pour demain. OK, on est comme dans un time loop. Là. Ouais, c'est pour ça que je bois une bière. Là. Il n'est pas vendredi midi pour vrai, inquiétez-vous. Ouais, c'est ça. Et tu sais, vous avez un bon pacing, vous deux, puis moi, tout de suite en partant, je scrape le début. Voyons donc, maudit. T'aimes ça te châtir, toi? Tu ferais un très bon martyr dans le film Martyr, justement. Hey, écoute, j'adore ça. Puis moi, de voir la Sainte Marie, ça serait super cool. Là, ah, mais c'est un des films, je sais pas toi, Martin, mais c'est un des films qui m'a le plus laissé bouche bée sur la fin, ça. Oui, et c'est un film qui a fait en sorte que ma femme, elle a pris ses comment on dit ça? Ses clics, c'est clic, c'est clac. Et quand elle laissait son camp, elle dit « There's no way que j'écoute ça, moi. » À partir de quand? Ben, à partir du moment qu'elle se fait tout le temps battre. C'est comme c'est non-stop, pif, 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 pif. Nadia, comme, je m'excuse, là, j'irai pas voir ça. Là. C'est extrême. C'est un de mes films d'horreur préférés, ça. On parlera pas du remake, par exemple. Ah, il y a eu un remake, c'est vrai. Un remake aux US, en plus, je me trompe pas. Un remake, ça fonctionne pas. Moi, ce que je veux voir, c'est Xavier Dolan se faire tirer à coups de 12 à la table de cuisine. Oui, exact. Ça, tu touches pas à cette scène-là. Tu peux faire un remake, tu peux faire un reboot, mais garde Xavier Dolan qui se fait allumer. C'est qu'il revole en plus, man. Puis, by the way, j'ai su longtemps after the fact que c'était lui, ça. Ah, pas vrai? Ben oui, parce qu'il n'y a tellement pas d'exposure, ce personnage-là, dans le film, Martin, que moi, c'était juste un des kids de la famille. C'était un nondescript side actor. Puis finalement, c'est fucking Xavier Dolan. C'est cool en salle, pareil. Oui, c'était un bon caméo, mettons. Mais hein. Écoute, habituellement, OK, sur notre show, tu parles de pacing avec Steve, puis on a une formule. On est quand même rendu à 25 épisodes ensemble. Il n'est pas là pour le 26e, mais on y en veut pas trop quand même. Habituellement, Steve nous présente une entrevue avec quelqu'un du monde de l'horreur. Par exemple, il va présenter une entrevue avec la gang de Bloody Gore Comics. Il a fait une entrevue aussi avec les gens du Shawicon, avec Nino, que je salue, by the way. Mais cette semaine, on n'a pas d'invité du monde de l'horreur. On a un peu brassé les cartes, Martin et moi. Puis, on va plutôt avoir Éric Saint-Martin, qui est le propriétaire et maître brasseur de notre commanditaire, Anorak Brewpub. Éric va venir faire un beau petit tour là, pour jaser avec nous. Je ne sais pas s'il est arrivé d'ailleurs, Martin. Ben oui, il est drette là. Mais il est-tu pas assez beau, cet Éric-là? Comme... S'esclave-t-il? Hey, salut les gars, bonne soirée. Ben oui, bonne soirée à toi aussi. Merci tellement d'être là. C'est vraiment cool. Ça me fait super plaisir. Écoute, c'est un honneur pour moi de participer à votre émission de façon intempestive comme ça, une fois de temps en temps. Puis d'ailleurs, je me disais tantôt, pendant que je suis en train d'attendre, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un à brasserie. Il va falloir qu'on fasse ça sous peu pour question d'avoir du fun un peu puis de mettre de l'ambiance. Ah, et de manger aussi, bien manger, c'est tellement manger bon. et bien boire, exactement. En fait, j'ai rencontré Steve Villeneuve chez Anorak la première fois à mon dernier épisode de Histoire de Tronche. C'est Éric qui nous a présenté, en fait. Puis il a dit, je suis sûr que vous pouvez faire de quoi ensemble, vous deux. On dirait, je vois un genre de projet, là. Vous avez des intérêts similaires, votre style fait ensemble. On a parlé pendant 2h30, Ben, moi et Steve, ce soir-là. Puis ça a passé comme 10 minutes. C'était vraiment le fun. Puis tu as bien raison, Éric, on serait dû pour revenir. C'est juste que, je sais pas, Martin, c'était comme moi, mais moi, l'hiver, j'hiberne. Là. Je ne bouge pas trop de chez nous. Il fait noir à 4h15, puis ça me tente pas trop de sortir. Mais là, avec le printemps, avec le beau temps qu'on espère qu'il revient, on va venir chez vous, Éric, bientôt. Puis justement, Anorak, c'est pas juste une brasserie, Brewpub, c'est pas juste un resto. Il y a plein d'événements qui se passent chez vous. Puis je pense que la démographique, les gens qui écoutent notre show, ils vont vraiment être interpellés par ce que tu fais. Peux-tu nous parler un peu des différents événements qui se passent à la brasserie? Oui, ben tu sais, en fait, surtout depuis, moi je pense, en tout cas, j'ai juste un restaurant depuis la pandémie, mais surtout depuis la pandémie, on dirait que les gens sont un petit peu plus hiberneurs ou même sont un peu plus ermites. Tu sais, je veux dire, ça sort, mais ça sort sur des moments vraiment spécifiques. Tu sais, comme pour donner un exemple, nous autres au restaurant, le vendredi puis le samedi, on n'a pas besoin de faire d'activité ou de rien, on refuse du monde à la porte. Fait que, tu sais, c'est pas... En quelque part, on est plein ces journées-là, mais pour qu'un restaurant soit rentable, une brasserie soit rentable, il faut que ce soit actif pendant toute la semaine. Tu sais, si tu te ramasses que tu as des périodes mortes, ben après ça, quand ça commence à bien aller, quand il y a bien du monde, ben ça fait juste compenser les pertes que tu as faites les autres journées.
Puis nous autres, ben, on se dit, on a une belle place, c'est le fun, il y a une ambiance extraordinaire. Fait que on va faire des activités pour faire en sorte de sortir les gens de Lazy Boy puis les amener peut-être nous voir des journées qui ne seraient pas naturelles pour le monde. Fait qu'on a principalement 3 activités qui roulent sur une base régulière tout le temps. Puis on en a une, puis c'est la première de laquelle je vais parler, qu'on a eu la semaine passée pour la première fois, puis on va réitérer au mois de mai, puis on va en avoir un autre au mois de juin. C'est qu'on a on a présenté un spectacle d'humour. Et c'est un événement qui était billetté, donc il fallait acheter ses billets sur Eventbrite. Ça commençait à 9h le vendredi soir. Puis comme dans notre bout, ils roulent les trottoirs de bonne heure, ben à 9h, le monde a pas mal fini la partie restaurant. T'sais. Fait que là, on peut se servir de la beauté de la place pour faire de quoi de nouveau, qui était un show d'humour. On avait d'ailleurs Alex Lapointe qui était un show d'humour qui est absolument mourant. Là. Je ne sais pas si c'est avant Monsieur Pénis Lavabo. Là. Fait que, avec cette intro-là, je peux te dire que Martin l'aime déjà. fait que c'est ça. Puis on avait 4 autres artistes de stand-up comique de la relève finalement qui sont venus faire ça. Puis c'était super le fun. Ça coûtait 22$ au monde le billet pour venir à la soirée. Puis ça a été vraiment une belle soirée où autant les humoristes ont eu du fun que le monde a eu du fun parce que tu sais comment c'est fait, Stéphane, chez nous, c'est assez petit. Fait que on est tous là sur le stage avec eux autres quasiment. Il n'y a pas de notion d'amphithéâtre. J'allais dire, c'est une des choses que j'aime le plus du Anorak. D'ailleurs, Martin, tu es venu, je pense, quelques fois. Une fois sûr avec nous. OK, fait que c'est la fois que tu es venu. C'était la soirée karaoké. Puis à la soirée karaoké, on est à côté des tables. On n'est pas 10 pieds dans les airs. On n'est pas sur un stage. Puis il y a une belle proximité. Fait que je peux imaginer qu'avec des humoristes de la relève, ces gens-là sont nerveux en partant parce qu'ils rôdent puis ils travaillent à se faire découvrir. Ils ne veulent pas se planter. Puis là, tu as du monde assis à côté de toi en train de manger un bonheur. By the way, un bonheur, c'est vraiment quelque chose qui est sur le menu, Martin. Oui, je le sais. Comment? Puis, on ne dira pas c'est quoi, on laisse ça de même. Oui, il faut faire planer le mystère. C'est ça. Eux, Eric, les humoristes, comment ils ont trouvé l'expérience? Écoute, eux autres, ils ont trippé solide, parce que ça a été vraiment le fun. Le fait que la foule est si proche, je pense qu'il y a peut-être eu plus d'interaction entre les humoristes et les gens de la foule qu'il y en aurait eu en temps normal. T'sais. Et cette proximité-là, quand la personne, le spectateur est à 3 pieds de ta face, c'est quand même plus facile de lire ses réactions aussi, tu sais, fait que ils en ont bien profité, ils ont eu bien du fun, tellement qu'après la soirée, ils nous ont dit « Hey, c'est là, on refait ça au mois, ça va être le fun. » Fait que là, on en a un prévu pour le mois de mai, on va en avoir un autre en juin, puis on va annoncer les événements sur notre page Facebook pour ça. Évidemment, ça va être encore billetté parce que, tu sais, un show d'humour comme ça, c'est pas comme quand j'invite un artiste à venir faire de la musique live, puis que ça me coûte un montant d'argent. Là. Un show d'humoriste, c'est pas mal plus cher que ça. Fait qu'on est obligé de billetter l'événement pour le rendre rentable. Mais en même temps, ça fait en sorte que nous, on peut savoir aussi un peu plus, puis pousser pour ne pas se ramasser avec une salle à moitié vide la journée de l'événement. Parce que comme sur Eventbrite, on a toujours les ventes en temps réel. Ça nous permet de relancer et de faire ce qu'il faut pour être sûr qu'on a une place pleine. Parce que sinon, c'est plate pour les humoristes, quelque chose de rare. Ouais, parle-moi d'un film d'horreur, faire de l'humour tout seul. Faire de l'humour d'une salle vide. Wouh! Fait que les autres événements qu'on a, c'est des événements qui sont un petit peu plus, comment je dirais, sont un petit peu plus réguliers, en tout cas d'une part, puis sont plus connus, dans le sens que de la musique live, tout le monde a déjà été voir un chansonnier dans un bar ou quelque chose comme ça. Nous autres, on a à peu près, je dirais, une quinzaine d'artistes qui roulent en rotation d'un jeudi à l'autre. C'est toujours le jeudi à partir de 19h qu'on fait la musique live. Puis ça dure jusqu'à 10h, 10h30 à peu près. Certains artistes, ils ont comme leur line-up de tunes. D'autres, ils en l'ont, mais ils ouvrent la porte à des demandes spéciales. Mais la sonorisation aussi est vraiment bien faite, ce qui fait que quand l'artiste joue de la musique live, tu ne te ramasses pas non plus dans une place où est-ce que tu t'entends plus changer d'idée. C'est quand même assez facile de continuer de s'entendre. Puis on présente des styles différents. On va avoir des gens qui vont faire du cover rock, d'autres vont faire du folk, certains c'est du blues, puis d'autres, comme cette semaine, on avait un groupe quatuor de jazz. Fait que on va aller chercher pas mal dans tous les styles. C'est drôle parce que la clientèle change vraiment. Là. Quand c'est du jazz, c'est très argenté dans la salle à manger, plus que quand il y a du cover. T'sais. On dirait que les plus jeunes ont moins appris à apprécier le jazz. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à Montréal, avec le Festival international, c'est pas comme si on manquait d'exposition, mais
Mais en fin de compte, ce qui est le fun avec eux autres, par exemple, c'est que on ne s'attend jamais à rien parce qu'on sait que notre clientèle habituelle, c'est pas de la clientèle de jazz. Mais eux autres, ils se produisent à différents endroits, puis il y a comme le troupeau qui les suivent en arrière, puis qui viennent en autobus jaune quasiment le soir du spectacle. Jusqu'à Moray Nights. Jusqu'à Moray Nights, c'est ça. C'est des vrais. Ouais, fait que, puis tu sais, puis on offre, puis en fait, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire, le jazz, parce que même si c'est un peu moins naturel par rapport à notre marché de clientèle habituel, ben, on est une des seules places encore qui en fait dans le Nord. Fait que, ça crée quand même un engouement. Puis on voit, là, comme je disais, on voit que la clientèle est très différente, mais ils sont aussi bons que les autres clients. Nous autres, on n'a pas de discrimination par rapport à l'âge, le sexe, le genre ou le binairisme. La binarité. La binarité, oui, c'est ça. Fait que ça, c'est les jeudis soirs, à tous les jeudis soirs, puis on annonce tout le temps les artistes sur la page Facebook. D'ailleurs, la semaine passée, j'ai aussi publié une petite blague là, qui donne le line-up jusqu'à la fin juin. C'était comme une conversation entre moi et mon graphiste, puis je disais... J'ai besoin d'un poster pour mes shows de musique qui s'en viennent. Il dit, envoie-moi les détails. Fait que là, j'y liste tous les artistes. Puis là, il dit, c'est bon, c'est fait. Je dis, merci, je t'aime, tu sais. Puis il prend un screenshot de son téléphone, puis il m'envoie ça. Pourquoi pas? Ça ferait un beau poster, ça. On l'a fait, fait que c'est ça. Là. Fait que là, il est sur ma page Facebook, puis il est en promotion pour que tout le monde le voie. Fait que vous pouvez voir un peu d'avance avec ça, mais d'une semaine à l'autre, on poste toujours le jeudi ou le vendredi matin. On poste c'est qui l'artiste qui va être là la semaine suivante. Fait que ça, c'est quotidien. En fait, hebdomadaire. Et puis, cet été, on a l'intention d'en faire une certaine partie dehors quand la température va le permettre. Parce qu'on a été assez rapide pour permettre les spectacles à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Fait que ça nous aide à finalement avoir une plus grande flexibilité, parce que c'est sûr que l'été, les gens, nous autres, ils veulent tous être sur la terrasse. C'est sûr. La terrasse est belle, puis c'est le fun, puis il fait beau. Fait que ça, c'est la musique live. Les mercredis, on a de quoi qui est particulier, puis je pense, Stéphane, en plus, que tu vas de quoi annoncer par rapport à ça. Les mercredis, on a fait une affaire, on n'avait pas tant d'attente, on s'est dit, on va essayer de faire de quoi pour mousser nos mercredis, parce que ça serait le fun qu'on ait plus de monde. T'sais. Nous autres, ça nous permet de donner plus d'heures à notre staff aussi, puis c'est vraiment cool. On a mis des soirées de trivia, des soirées quiz. Et puis c'est une entreprise qui s'appelle Quiztonic qui fabrique les quiz pour nous. Puis ils viennent, en fait, ils envoient une animatrice, mais on peut le faire nous-mêmes, mais là, on le fait avec une animatrice présentement. Puis moi, je le co-anime avec elle. Puis là, on a des questions qui apparaissent sur les télés qui sont un peu partout là, dans le bar puis dans la salle à manger. Puis là, les gens répondent aux questions. Ce qui était vraiment cool, c'est que, ça a pogné dès la première fois. Et on a 3 équipes à date qui n'ont pas manqué un mercredi. Ça, c'est du commitment, pas à peu près. C'était le 10e mercredi la semaine passée, puis ils étaient tous encore là, puis j'ai déjà vu qu'ils ont leur réservation pour mercredi prochain. Et j'ai d'autres équipes au moins 2 équipes qui ont manqué juste une fois. Fait que tu sais, c'est le fun, on a toute la gang du mercredi, c'est quasiment tout le temps la même, puis il se rajoute des gens une fois de temps en temps. Puis nous, à la fin du mois de mai, le dernier mercredi du mois de mai, on va accumuler les points, puis l'équipe qui a le plus de points va gagner 200$ de certificat cadeau à Norac. Puis on va en avoir aussi pour la 2e, la 3e place, mais on va aussi en avoir pour les gens, mettons, qui ont commencé avec nous, puis qui ont resté assidus tout le long, même s'ils n'ont pas gagné. Tu sais, pour nous, ce qui est important, c'est de faire cette espèce d'effet de communauté-là, puis d'avoir un paquet de monde qui ont du fun les mercredis soirs au lieu d'écouter de la TV plate. Fait que ça nous donne une opportunité vraiment cool. Là, mercredi, en parlant de communauté, Éric, justement, là, tu dis qu'à la fin du mois de mai, il va y avoir un prize, mais quelqu'un qui prend du retard comme nous autres. Mettons que Martin, moi et Steve, on a envie de créer un team sur la route de l'horreur. Ouais. Est-ce qu'on a intérêt à le faire quand même? Parce que là, on arrive à la fin de la course. Oui, absolument, parce que de toute façon, on va recommencer une autre phase après. On ne sait pas trop là, si on ne va pas prendre un break pendant l'été, parce que il y a tout le temps du monde qui sont en vacances l'été, puis ça va pénaliser des équipes. Puis on a plein d'affaires pour avoir du fun l'été, fait qu'on a peut-être moins besoin des quiz. Fait qu'on va peut-être recommencer fin août à les faire. Mais tu sais, de venir participer quelques fois pour voir un peu c'est quoi le calibre des questions qui sont posées. Parce que moi, à toutes les semaines, puis tu le sais, Stéphane, moi j'ai des connaissances générales qui sont des fois assez développées, mais à toutes les semaines, c'est une leçon d'humilité pour moi parce qu'il y a plein de questions que je suis absolument incapable de répondre. Tu parles de leçon.
vraiment, tu parles de leçon d'humilité, Eric. Je le sais, on en a déjà parlé ensemble. Tu n'es pas le plus grand fan de films d'horreur. Tu aimes ça, mais tu n'en consommes pas autant que Martin, moi et Steve, par exemple. Mais en octobre, moi, ce que je t'ai proposé, puis tu avais l'air très content de cette idée-là, Martin aussi, tu es bien excité de ça. Sur la route de l'horreur, viendrait animer la soirée quiz pour l'Halloween. Puis là, j'invite tout le monde qui nous suit ou qui nous écoute présentement, des auditeurs, les amateurs de la page et de l'émission et tout le kit, venez à ce quiz-là parce que ça va être thématique horreur toute la soirée pour l'Halloween. Puis clairement, on va avoir des goodies. Surtout Martin et Steve, ils ont du stock qui leur sort par les oreilles. Des fois, ils ont des films en double, puis ils ne s'en rendent pas compte, puis ils se les donnent entre eux. C'est arrivé la semaine passée. C'est sûr qu'on va avoir des choses à vous donner. Si on vous en veut, on va peut-être même vous donner une copie de Jeepers Creepers Reborn. ou de Lake Placid. Lake Placid 2, ouais. Ouais. Ben ça, merci Eric pour cette opportunité-là. Oui, ça va être super cool. Puis on va l'annoncer d'avance aussi, puis on va s'arranger que de votre côté, il y a un buy-in quelconque, que le monde voit quand est-ce que ça va être, puis que ce soit assez d'avance pour que les gens aient le temps de faire la place dans leur horaire pour venir un mercredi soir à Morin Heights, parce que ça, c'est toujours la partie qui est plus difficile. La majorité de nos équipes qui participent au quiz sont dans un rayon assez local là, par rapport à ceux qui sont là tous les semaines. Ben oui, c'est sûr et certain. Si vous voulez venir l'essayer et avoir du fun, ben, ça vaut la peine parce que aussi, la journée même du quiz, l'équipe qui gagne, ils ont un 4-pack de bière. Fait que à chaque événement, on donne de quoi, mais à la fin, c'est juste qu'on donne un gros nanan à celui qui va avoir fait le plus de points. Ben, c'est vraiment cool. Puis, il y a une autre chose que tu fais aussi. C'est à tous les dimanches. Encore une fois, question d'animer toutes les journées de la semaine, pour lesquelles je te dirais qu'il faut qu'on travaille un petit peu plus pour donner une raison au monde de sortir de chez eux. C'est que le dimanche, on fait le karaoké. Puis, c'est vraiment le fun parce que, nous autres, on ne veut pas qu'il y ait personne qui s'en aille à la voix là-dedans. Le but, ce n'est pas de découvrir le prochain artiste qui va s'en aller à America's Got Talent. L'objectif, c'est d'avoir du fun. Fait que tu peux la chanter, la hurler ou la fausser, la toune, ça n'a pas d'importance. On est tous là pour avoir du fun. Puis tout le monde applaudit tout le monde, peu importe comment est-ce qu'ils ont chanté, puis s'ils ont été bons ou moins bons. Je pense que c'est une belle opportunité de passer par-dessus sa peur de parler en public. Là. Chanter en public, tant qu'à moi, c'est encore un peu plus compliqué que parler en public. puis on sait que parler en public, c'est la peur numéro 1 avant la mort pour l'être humain. Fait que c'est quand même... c'est une belle opportunité pour venir faire ça. Puis moi, je dis toujours aux gens, chez Anorak, c'est comme à Las Vegas. Ce qui se passe chez Anorak, ça reste chez Anorak parce que personne va se faire filmer sans son consentement. Personne ne va mettre ça sur les réseaux sociaux après. Là, on est un endroit sécuritaire pour aller avoir du fun. Puis, des fois, chanter. Moi, je me rends compte, plus ça va, parce que ça fait plusieurs fois qu'on le fait depuis le mois de janvier, je chante mieux qu'au début. J'en fais de temps en temps des tunes. Puis, au début, on va se rendre compte que c'est une question de pratique. C'est bon, c'est important d'avoir une voix là, parce que donc, si tu as la voix de Guillaume Lepage, même si tu chantes, il n'y a pas d'espoir. Mais tu sais, en quelque part, en général, c'est quand même assez bon. Là. Les gens sont capables d'être bons. Puis il y en a qui sont vraiment surprenants. Hier, écoute, on a eu une soirée, justement, notre dernière soirée karaoké. On avait au moins 3 personnes dans la salle qui étaient venues juste pour venir à la brasserie. Puis là, c'était une soirée karaoké. OK. Et là, ça s'est mis à participer, ce monde-là, man. C'est fou. Ça chantait, là, c'était incroyable. C'était vraiment des bons chanteurs. Puis ça m'a fait faire un flash. Puis j'ai dit, faut qu'on fasse de quoi avec ça. À toutes les semaines, on va prendre le nom de ceux qui ont été les meilleurs. Puis tu sais, pas pour après ça, mettre ça dans le journal puis dire, hey, les autres ont été bons, puis le reste, vous avez été poches. C'est pas ça pendant tout. L'idée, c'est de prendre tous les gens qui ont été les meilleurs, puis faire un genre de All-Star à l'automne. Tout inviter le monde à une soirée karaoké spéciale, puis faire un All-Star show là, de tout le monde qui ont été vraiment des extraordinaires chanteurs que tu dis, man, s'il avait voulu faire une carrière là-dedans, il aurait pu. Là, j'en connais un, entre autres, là, qui fait partie de la gang de sur la route de l'horreur. Là, mais... Martin, ouais. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Martin, moi, Steve, tu dis que personne ne va être filmé à son insu, puis vont se ramasser sur Internet. Ben, l'esti de Steve, il nous a crissé les deux dans notre show. Ah, mais là, ça, c'est. Tu sais, là, c'était parmi votre gang. C'est pas un autre de mes clients qui l'a fait, au moins. Ouais, mais tu connaissais Steve. Là, il y a quelque chose, là, vous êtes de connivence. Non, même pas, man. Qu'est-ce que tu en penserais cet automne? Tu as parlé de karaoké, puis l'automne, ça m'a fait penser une soirée thématique qu'on viendrait, mettons, Martin, moi et Steve, animer une soirée karaoké de 80s, hair metal, film d'horreur seulement.
Oh, et ça serait vraiment cool. Du Alice Cooper, du Dawkins, t'as pas le choix. Là, je lance ça comme ça aussi. Vous parlez d'un quiz d'horreur, mais jouer ta machine qui est en arrière de toi. Un quiz jeu vidéo aussi, ça pourrait être intéressant. Puis même s'il y a une thématique horreur, jeu vidéo d'horreur, ou je ne sais pas trop quoi, ça pourrait être intéressant aussi. Ou juste l'intégrer dans celui horreur. Là, ça existe. Puis tu sais, tu as des événements. C'est vraiment cool, Eric. Pour vrai, la brasserie, là, c'est vraiment une place. Moi, je suis allé au moins 12 fois. Là, puis, plus que ça, même, je pense, en 2 ans. Hey, ça va faire presque 2 ans, man. Incroyable. Le temps file. Là, tu es rendu avec, je pense, 9 ou 10 bières brassées sur place. 16. Ah, sacrément, ça n'a pas de sens, man. Ouais, on est rendu à 16. On vient de sortir une sûre à la mangue et à l'ananas, là, en plus, qui est assez hallucinante. Très cool que tu parles de ça. Ouais, est-ce que tu aimes les sûrs, Martin? Moi, j'adore les sûrs, puis les ananas, c'est mon fruit favori, en plus. Bon. Ah, ben écoute, tu vas triper sur cette bière-là. Il fallait, je te demande, Eric, les tendances dans les micros, si tu peux me faire ça rapidement, là, parce que moi, ça me dépasse. J'ai de la misère à suivre. Ouais. En fait, les bières sûres, les IPA, qu'est-ce qui est tendance dans les micros? Les bières sûres, les IPA, les deux sont relativement en déclin. Nous autres, on l'a vu pour la sûre l'année passée, la demande était beaucoup moins grande que l'été d'avant. Fait que, on le voit qu'il y a quand même une descente, mais ça remplit un besoin dans le marché, puis il va toujours en rester un petit peu. T'sais. Puis au niveau des bières IPA, ben, on voit qu'il y a quand même une descente de la demande présentement, mais c'est une valeur sûre. Il faut t'en aller dans ton line-up parce qu'il y a encore plein de monde qui vont boire ça pendant les 20 années à venir. Mais ce qu'on voit qui est en train d'émerger, puis c'est une prévision que nous autres, on avait suivie, qui avait été dit par un expert de bière il y a une dizaine d'années, que les années 2020, ça allait être les années du retour des bières classiques. Les extra special bitter, les special bitter, les brunes anglaises, les stouts, les blondes, les bières allemandes, les bières belges, dans tous les différents styles qu'ils ont créés. Puis on assiste maintenant à un retour de ça. Ouais. Mais tu sais, puis plus loin que la bière, moi, tu sais, je te dirais, la plus grande tendance de la brasserie, la microbrasserie au Québec, là, dans les prochaines années que vous allez voir arriver, c'est la micro-localisation des brasseries. C'est-à-dire que toutes les brasseries qui vont avoir un pub qui vont focusser sur leur marché local puis aller chercher leur monde alentour d'eux autres. Pas nécessairement essayer de rayonner à travers le Québec, mais tu sais, de dire, tu arrives à Morin Heights, il y a une brasserie, puis c'est à Anorak, puis c'est là que tu vas parce que c'est la place. Puis tu arrives je sais pas moi, à Mont-Laurier, c'est la brasserie du Lièvre, puis tu sais, c'est... Fait que tu sais, t'as tout... Ce qui va s'arriver, là, c'est que les brasseries qui vont survivre, c'est pas celles qui mettent des canettes partout ces tablettes. Il y en a tellement, man, je fais de l'anxiété, moi, quand je vais essayer d'en sélectionner. Quand je vais chez Espace Soublon, je ne sais plus où regarder, puis j'achète avec mes yeux maintenant. Là. Exactement. Fait que là, ce qui se passe, c'est que ça, d'en rajouter plus, là, ça n'aidera pas personne. Fait que ce qui va vraiment monter là, dans le prochain temps, c'est les gens qui ont fait un peu comme nous, c'est-à-dire qui se sont ouverts un pub avec la brasserie, puis qui font croître les deux en même temps. Fait que ça, c'est la plus grande tendance qu'on va voir là, dans les années à venir, c'est ça. Ça n'a plus rapport avec les styles de bière, ça a beaucoup plus rapport avec le modèle d'affaires de la microbrasserie en tant que telle. Bon, mais c'est parfait, ça. C'est bon, ça me situe un peu plus. Fait que dans le fond, il y a les tendances, il y en a comme tout le temps, mais il y en a qui vont être là pour rester, right? Oui. Moi, j'aime bien l'IPA. D'ailleurs, ta NEPA disponible. Ta New England IPA est excellente. C'est une très bonne bière. D'ailleurs, j'ai très hâte, Eric, qu'on revienne. Là. On va se voir bientôt, je pense. Donc, où est-ce qu'on peut trouver Anorak Brewpub sur les réseaux sociaux? Sur les Internet, comme on dit. Sur les réseaux sociaux, c'est Brasserie Anorak Brewpub sur Facebook. On a Brasserie Anorak sur Twitter, pas Twitter, Instagram. Fait en général, je te dirais que c'est les deux plateformes qu'on maintient le plus à jour. On est aussi sur Twitter, mais on ne poste plus jamais rien là. De toute façon, tout le monde commence à... Le modèle d'affaires de Twitter est un petit peu passé date. Il faut que l'autre tweet est allé payer 44 milliards pour ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre émission. Mais en fin de compte, c'est là qu'on peut nous trouver. Et bientôt, à ma prochaine visite, je vais vous apporter une liste de tous les endroits où on peut acheter la bière Anorak à l'extérieur de la brasserie. Ah, ça, c'est cool. Parce que là, on est chez Station Bière et Fromagerie à Blainville, Sainte-Julienne et Belleuil. On est à Sainte-Julie, et Belleuil. On est chez Trois-Rouges à Saint-Jérôme. Puis là, on a une place à Montréal, dans le coin de Verdun, là, dont le nom m'échappe complètement parce que c'est mes gars qui ont commencé à s'occuper de ça, là, à distribuer la bière un peu partout. Mais on va s'assurer la prochaine fois de vous dire « Hey, elle est là, la bière est là ». Les points de vente, oui, c'est important. Puis même si tu les as, tu peux me les envoyer, puis on pourra peut-être partager ça dans le lien de notre épisode. Oui, on va faire ça. Excellent, ça. Ben, Eric, merci infiniment.
Ça va être un plaisir de se revoir. On dirait que le mois d'octobre est à nos portes déjà. Le temps file. Ah, misère, parle-moi-en pas. On vient de sortir de l'hiver, man. Laisse les arbres, laisse pousser des feuilles un peu avant de nous faire chier. Ils ont essayé de pousser il y a 2 semaines, puis ils ont tous tombé sur mon terrain, les branches. Fait que je pense pas qu'on est rendu là encore. Ouais. Fait que merci encore, Eric, puis on se voit très bientôt. Merci à vous autres pour l'invitation, puis n'importe quand, vous levez la main, j'arrive. Excellent. Merci encore. Salut. Bye. Bye-bye. Tu sais, tantôt, Martin, je te parlais de bonheur. Là. Oui. Il faut que tu achètes ça, man. Je me rappelle, non, c'est le poulet, je pense que j'avais mangé. Mais Le j'avais poulet mangé frit. avec un hamburger aussi en même temps, puis j'avais adoré ça. Là. Toi et Steve, vous avez splitté chacun votre assiette ensemble, puis il restait à la fin, man, il restait des napkins à la table. Là. Fait que vraiment, Anorak Brewpub, oui, c'est un sponsor, mais c'est de la grosse coche. Ah non, c'est vraiment très bon, là, ça valait la peine. Là. Hey, j'ai le goût de faire quelque chose. Je vous vois tout le temps, surtout Steve, montrer leur maudite affaire. Moi, je vais faire un tour de table. Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, let's go, man! Bienvenue au tour de table horrifique! Tu sais, Steph, Steve, c'est un collègue. Toi, t'es rendu un bon ami. On a une bonne chimie. T'es mon Double Dragon brother. Mais, tu sais, oui, il faut rentrer sur Steve parce que là, Steve, il n'est pas là. On peut en profiter. Mais Steve a aussi le droit de faire ses affaires. Vous pensiez, vous passez de moi de même, là, être sur le show, puis pas de Villeneuve, on va l'écœurer. Il n'y en a pas question. Première des choses, j'ai été acheter des choses, hein. Petit tour de table, comme d'habitude. Nightmare. Ceux qui n'ont jamais vu Nightmare, tout comme moi, ça a l'air excellent. Alone in the Dark. Et enfin, un blind bet de Slayer que je ne connais pas. Mais c'est la uncut version, ça a l'air assez fucké, merci. Donc, c'est ça. Pensez vraiment qu'en direct de Barcelone, je travaillerai pas. Ben non, la belle, tu me fais travailler. En passant, j'ai écouté ton Hellraiser 3, puis t'es dans la marde. Parce qu'il est super divertissant, Hellraiser 3. Genre vraiment cool. Fait que là, faut que j'écoute toutes les autres. Tu vois? On n'a moyen de s'en sauver. J'étais tellement de bonne humeur, Esti. Puis là, j'ai quelqu'un qui vient me dire que Hellraiser 3 est débile. Hey, écoute, mais je comprends. Honnêtement, Hellraiser 3, je comprends. Là. Juste un dude qui lance des CD avec sa bouche, là, c'est quand même hot. Là. On s'entend, Hellraiser 3 a été fait pour mettre les Cenobites en avant-plan, puis let's go, on fait du tuage de la tête d'Atal, on y va un petit peu moins avec l'histoire de l'enfer, etc. Ouais. Moi, petite anecdote, moi, Hellraiser 3, je l'ai vu au cinéma à Milwaukee. Malade. En double avec Candyman. 2 films qui proviennent de Clive Barker. Je dis, c'est pas Clive Barker qui a fait Hellraiser 3, là, mais quand même. Ben, c'est sa création quand même. Et c'est la première fois que j'allais au cinéma avec ma femme, mais ma femme n'était pas ma femme à ce moment-là. C'était pas ma blonde, c'était juste quelqu'un avec qui que j'étais en amour. Attends un peu, man. Attends, là. T'es allé voir Hellraiser 3 et Candyman en double feature, qui étaient des nouveaux films à ce moment-là, avec ta bride-to-be. Yep. C'était écœurant, ça. Puis, c'est sûr que t'étais pas déçu de ni un ni l'autre des films à ce moment-là. Là. Sûr et certain. Ben non, c'est sûr. Colin, surtout pas Candyman. Candyman, c'est-tu excellent, man. Tony Todd, à son meilleur là-dedans, man. La fin de ce film-là, la petite scène de fin, man. Ouais. J'ai pas vu le remake en passant, Martin. Ah, le remake, c'est 2 films complètement différents, mais le remake est excellent. Vraiment excellent, OK? Moi, je préfère l'original tout simplement parce que la trame sonore dans l'original est incroyable. Philip Glass a fait tellement une très bonne job. Mais pour Candyman, le remake, c'est venu me chercher et c'est très intense quand même, là. Et j'ai pas daigné le regarder encore, Martin, mais c'est un film qui m'intrigue. C'est du source material qui est près de mon cœur. Puis à chaque fois qu'un film est près de mon cœur puis que quelqu'un se tente à faire un remake, je serre des dents tout le temps.
Et je peux comprendre parce que, tu sais, quand tu as des classiques, tu veux pas que les gens y touchent. Moi, je donne tout le temps des chances à nos remakes, là. La plupart du temps, je suis toujours déçu là, parce que les remakes sont vraiment difficiles à rendre meilleurs que l'original. Mais, tu sais, tu prends comme exemple The Thing de John Carpenter et comme 100 fois supérieur, tu sais, à l'original, c'est sûr, là. Et quand tu regardes The Ring aussi, The Ring est très bon, même si Ringo est excellent, tu sais. Mais J'ai t'as des affaires. préféré la version américaine de 2002. Et voilà, moi aussi, c'est la Ouais. même chose. Mais là, tu tombes aussi sur des affaires comme The Fog, qui est vraiment moins bon que l'original, tu sais. Ou des affaires comme A Nightmare on Elm Street qui a été... C'est pas un film, ça. On n'a pas Ah. le droit de parler de ça ici. Et là, on parle de tour de table, là. Ouais, ben oui, t'as raison. Vas-y donc. Premièrement, Steve, il a acheté The Slayer. Il va être déçu en tabarnouche parce que c'est pas un chef-d'œuvre. En plus, il dit ah, ça a l'air nice, ça a l'air intense, parfait, man. Marine dans ta merde, Steve. Tout solide. Peut-être qu'il va aimer ça parce que Steve, il est difficile à discerner ça. Hey, j'ai fait des achats incroyables. Oh, J'ai extra. fait des achats sur Vinegar Syndrome. J'ai toujours dit que Scream Factory était ma compagnie de distribution favorite avec tous les classiques qui ont restauré. Mais dernièrement, là, Vinegar Syndrome là, sont écœurants. La qualité de leur image, la qualité de leur son est tout simplement hallucinant. Donc, j'en ai profité. Merci à Vincent Leblanc qui m'a permis de faire venir ça à travers son membership parce qu'il est membre de Vinegar Syndrome. Il reçoit quasiment toutes les nouveautés qui sortent. Là. Ça ne doit pas être donné, ce membership-là, man. Ben non, c'est comme 1000 piastres par année, tu sais. Ah, mais écoute, pour quelqu'un qui tripe solide, c'est quand même quoi, c'est... Non, c'est cher pareil. C'est cher C'est pareil. 90$ par mois. Ils ne payent pas le shipping. Et puis, c'est sûr que c'est des meilleurs prix. Puis, quand vient le temps de faire venir autre chose, mais ils ne payent toujours pas le shipping. Puis, il y a souvent des rabais dessus. Et c'est ce qui est arrivé quand il y a eu le 10e anniversaire de Vinegar Syndrome. Je ne savais même pas que ça faisait 10 ans déjà qu'il existe. Et ils vendaient des films à 10 $. C'est les meilleurs prix qu'ils ont fait depuis toujours, si je ne me trompe pas. C'est l'entrepôt, man. Hey, Extra 3, ici, Beware Children at Play. Et je vais être franc avec toi, là, tout ce que j'ai fait, là, c'est des blind buy, là, sérieux, là, des affaires que j'ai... Oh, man. La pochette, fuck. The Laughing Dead. Je connais pas ça pantoute. Moi non plus. Dis-moi que t'as Don't Panic. Corpse Grinders, la pochette encore. Grinders. Oh! Alors remonte donc ça, voir vite fait, Martin. À quoi ça te fait penser, cette petite machine-là? Ah, on va en parler tantôt. On va en parler tantôt. The American Scream. Buried Alive. Qui est vraiment bon. Hein. Night Ripper. Toutes les pochettes sont sick à date, man. Il n'y a pas un miss là-dedans. Là. Video Murders. Ça fait longtemps que je voulais le voir. Slash Dance. C'est malade. Ça aussi, je ne l'ai jamais vu encore. Creature. Hey man, les yeux et les griffes sont embossed. Ah ouais. Tabarnak, c'est de la qualité, Vinegar Syndrome, man. Ça me donne le goût de remplir mes tablettes, mais il ne faut pas que j'aille là, hostie. Sister. Resurrection avec Christopher Lambert, que je n'ai pas vu. Ah, ça, un autre que je veux voir depuis longtemps. Surf 2. La pochette, man. Ouh, la pochette. Ouais. Et The Finishing School That Finished Them Off. C'est-à-dire Girls School Screamers. Ouais. Je l'ai acheté en deux fois, par accident. Et j'ai donné l'autre en cadeau à Steve. Ben, attends, bouge pas de là, Martin. OK, j'attends. Je vais parler pendant ce temps-là parce que j'ai une petite surprise à vous annoncer. OK? Je vais attendre que Stéphane montre qu'est-ce qu'il y a à montrer.
Et après ça, je Pas vais vous super dire c'est quoi la impressionnant, surprise. ce que j'ai montré, mais c'est ton autre copie de Girl School Screamers. Ah, ben voyons donc! Puis j'ai flippé parce que c'est un cover art réversible. C'est ça. Non, Ça, moi, c'est l'autre. un Ça, autre, c'est le là. alternate, mais regarde. La tienne est là en arrière du, Ben oui, du toi. disque. Là. Ouais. Fait que qu'est-ce que tu as annoncé, là? OK, bon, ben, j'en ai profité pour montrer tous les films de Vinegar Syndrome que j'ai eus. Mais il y a aussi une raison pour ça. Pour ceux qui écoutent, je vous annonce qu'il va y avoir un quiz d'horreur de Sur la route de l'horreur qui va se faire live. Et le prix pour le grand gagnant est 5 Blu-ray, justement, de Vinegar Syndrome, qui ont eu vraiment la générosité de nous donner ces films-là. Je ne vais pas vous dire les titres tout de suite. J'ai reçu la boîte aujourd'hui et je vais annoncer ça bientôt. Comment participer pour le concours? Il va y avoir 3 participants au live et ces participants-là vont être choisis parmi les gens qui vont avoir participé à l'événement en partageant et en aimant la page. Les informations s'en viennent. Ne vous inquiétez pas. J'ai hâte de voir qui va devenir nos participants et qui sera à la hauteur. Est-ce que j'ai le droit de participer? Non. Fuck. Non. Si je le demande pas, je le saurai jamais. C'est pour ça. Et voilà. Fait que très cool, man, honnêtement. Moi, comme je te dis, je collectionne plus depuis quand même longtemps. Il y a une raison pour ça. J'ai pas envie de faire faillite. Puis c'est important, tu sais, c'est pas le temps de faire faillite. L'économie est instable, puis je fais attention à ça. Mais quand je vois des trucs de Scream Factory, de Vinegar Syndrome, d'ailleurs, votre épisode de Sur la route où est-ce que vous visitez les installations de Vinegar Syndrome, c'est malade. L'histoire, d'où vient le nom, tout. C'est vraiment magique. D'ailleurs, les auditeurs, la plupart, je pense, ont tout vu les épisodes, mais cet épisode-là est vraiment intéressant. Et pas seulement ça, mais de savoir que plusieurs centaines de films qui n'ont pas été encore sur Blu-ray, c'est vraiment le fun. Parce que qu'est-ce qu'on me dit, moi, c'est qu'il y en a pour encore 10 ans de films avec Vinegar Syndrome. Ah, c'est cool, man. C'est une mine d'or infinie. C'est débile. Fait que là, Vinegar Syndrome, j'ai eu ta copie de Girl School Screamers. Mais sais-tu quoi, Martin, cette semaine, okay, en temps normal, le Regarde-moi ça aurait couvert ce que Steve m'a recommandé, mais il est même pas là, man. Fait que sais-tu quoi, fuck off, cette semaine, là, Regarde-moi ça, on va parler de d'autres choses. Hey toi, regarde-moi ça. OK, là, je suis curieux. Là. C'est assez prévisible. Il y a un sujet qui est d'actualité de ce temps-là. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ça s'appelle Evil Dead Rise. Puis Evil Dead Rise est un film qui est sur le radar de, je te dirais, tout bon fan d'horreur. Il n'y a pas de mauvais fan d'horreur, mais tout le monde savait que ça s'en venait. Initialement, c'était supposé être streaming seulement, ce film-là. Puis les réactions ont tellement été puissantes au screening l'an dernier qu'ils ont dit on n'a pas le choix de mettre ça en salle. D'ailleurs, ils sont déjà rendus à 50 quelques millions du box-office là, pour un budget de 23, si je ne me trompe pas. Fait qu'ils ont déjà doublé leur box-office à la première fin de semaine. Il y a une chose qu'il faut dire, les fans d'horreur, c'est de la royauté pour le cinéma. Je trouve que les fans d'horreur tiennent les cinémas en salle à bout de bras présentement. On ne parlera pas du MCU, du Marvel Cinematic Universe, puis des films du genre. C'est l'horreur qui est payant. C'est tous des succès. D'ailleurs, tu as parlé de Nightmare on Elm Street 2010 tantôt, malheureusement. Ce film-là était un succès hallucinant au box-office, mais il y a tellement eu de backlash négatif qu'ils n'ont pas... Il y avait des suites de prévues, by the way, avec Jackie Earle Haley dans le rôle de Freddy. Ils ont tout canné ça à cause de la réponse négative. Mais là, Evil Dead Rise, je dois dire, la réponse négative est inexistante ou presque. C'est unanime présentement, Martin, ou presque. Tout le monde trippe sur Evil Dead Rise. Fait que j'ai fait ce que tout bon fan d'horreur devait faire. J'ai amené mon fils de 14 ans au cinéma hier. Et on est allé voir Evil Dead Rise ensemble au Cinéplex Laval. Et il faut que je t'en parle. Toi, tu l'as vu mercredi passé, right? Oui. Tu me dis, on en a parlé brièvement sans aller en détail parce que tu es un vrai chum et tu n'as rien spoilé. Tu as dit que tu avais vraiment aimé ça. Oui. Steve me dit, j'ai aimé ça,
mais je n'ai pas fait wow. Puis il serait au bas de la liste de toutes les sorties d'Evil Dead jusqu'à maintenant. Puis moi, à la défense du film, que je ne l'avais pas vu encore quand Steve me dit ça, j'y ai dit, c'est une grosse liste. On s'entend, c'est pas gênant de finir dernier sur cette liste-là. Exact. Fait que basé là-dessus, j'ai vu le Red Band trailer qui durait moins d'1 minute, puis c'était assez pour moi. Je suis rentré là-dedans blind, comme d'habitude. Puis, je dois dire qu'il y a beaucoup de hype sur ce film-là présentement, puis je trouve qu'il y en a trop. J'ai vraiment pas trippé sur Evil Dead Rise. Non! Ouais. Évidemment, j'étais excité, j'avais hâte d'aller au cinéma. J'avais hâte de voir le film. Arms wide open, avec peut-être, je m'en ai dit ma franchise préférée, mais Nightmare est pas mal au top aussi. Mais Nightmare et Evil Dead se compétitionnent pour le top dans mon cœur de fan d'horreur. Fait que je voulais aimer ça. Evil Dead 2013 de Fede Alvarez, j'ai beaucoup aimé ça. Reste que ça n'a pas touché à la trilogie originale. Evil Dead Rise, il y a plusieurs trucs qui m'ont agacé. Je vais dire ce que j'ai aimé pour commencer, Martin. Okay? Tu me diras ce que tu en penses. Oui. La performance de Alyssa Sutherland dans le rôle de Ellie, c'est fantastique. Elle, qui est la mère, dans le fond, là, qu'on voit sur le poster avec le regard terrifiant, elle vole le show. Je trouve qu'elle tient le film sur son dos presque à elle seule. Je trouve que Lily Sullivan, dans le rôle de Beth, qui est sa sœur, est bien aussi. Pas à la hauteur de Ellie, du personnage de Ellie, mais somme toute quand même assez hot, puis elle devient assez badass à la fin. Là, on le dit, hein, c'est un film flambant neuf, les auditeurs, on va spoiler. Okay? Ça fait partie du format du show, donc si vous voulez arrêter là, on ne vous blâme pas, mais je continue. J'ai beaucoup aimé le setting dans un high-rise building. C'est pour ça que le film s'appelle Evil Dead Rise. C'est un jeu de mots, mais c'est dans un high-rise, dans un bloc appartement qui est le contraire, man, d'un setting de chalet qu'on connaît tous avec Evil Dead. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai accueilli ça bras ouverts. Je trouve que l'éclairage, les couleurs choisies dans le film donnent le ton. Je trouve que c'est... Il y a un sentiment d'inconfort constant. Ça fait très néon jaune, tu sais. Je trouve que l'éclairage rend tout lugubre. Tout le monde a l'air malade avant même que le film parte. Fait que ça, c'est cool aussi. Je trouve que la conception sonore, le sound design est vraiment ça coche. Très fort, by the way. Je ne sais pas si tu as remarqué au cinéma, Martin, mais les cris te pètent les tympans, mon gars. Il y a plusieurs kills dans le film qui sont hot. Le coup de ciseau d'un sinus, man. Ça n'a pas dû faire du bien, ça. C'était quand même assez brutal. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé, c'est dire fermez vos calices de gueule à deux gars assis en arrière de moi qui parlaient comme s'ils étaient dans leur sous-sol, à peu près à 15 minutes du film. Ça, j'ai vraiment aimé ça. OK, ça n'a pas aidé à ton expérience, par exemple. C'était correct parce que ça m'a fait du bien de leur dire de fermer leur gueule et c'est un ferme ta gueule qui a marché, by the way. OK, good. Mon fils Xavier me dit à la fin, tu aurais pu être plus fin. J'ai dit non, j'aurais pas pu. Le caméo de Bruce Campbell sur le recording du tourne-disque, quand il dit It's called the Book of the Dead for a reason, leave it alone. Ça m'a fait rêver parce que je savais pas, by the way, je l'ai su après, mais la voix de Bruce, est-ce que c'est Ash dans le passé? Parce que le time travel est permis dans cette franchise-là, right? Oui. J'ai vraiment trouvé ça nice quand je l'ai pogné après. Et pour finir avec les bons points, je trouve que le runtime est parfait. 1h35 pour un film comme ça devrait pas être plus long. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Martin. Ben, je suis d'accord parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire développée. Hein. On fait affaire avec un film qui est Evil Dead. Le monde devient démon et tue du monde de façon complètement atroce, tout en les hantant de toutes les façons possibles pour les faire virer complètement malades. Okay? Il n'y a pas d'histoire vraiment. Même qu'il y a des personnages qui ne sont vraiment pas bien développés dans cette histoire-là. On aurait aimé ça en savoir un petit peu plus. Mais en même temps, tu recules en arrière, puis c'est pas la même chose dans les autres Evil Dead. Là. Il n'y a pas de développement sur aucun personnage. Donc, c'est fait pour ça, c'est ça. Ils n'ont pas le temps. Puis c'est une qualité en même temps. Ça, moi, je dis toujours, développer les personnages secondaires pendant une demi-heure de plus, quand ils meurent pareil, ça donne pas grand-chose. T'sais. Ceci dit, je vais te dire ce que j'ai moins aimé du film, Martin. Puis là, il y a quand même quelques points aussi. Les personnages des enfants, les trois, sont aucunement attachants. Je ne me suis pas attaché à la petite fille. Je ne me suis pas attaché au frère puis à la sœur non plus.
Je trouve qu'ils c'est vraiment des stand-ins. C'est des personnages qui ont été ils ont été droppés puis dit tiens, faites des choses pour que l'histoire se développe. Puis comme tu dis, il n'y a pas besoin d'avoir de character development. Par contre, les victimes, il faut quand même qu'il faut quand même que tu aies une dose de sympathie pour care quand ils se font attaquer puis tuer. Là, j'avais hâte qu'ils se fassent tuer. C'est pas normal, ça. Peut-être que j'aime vraiment le gore, tu vas me dire, mais bon, ça, c'est une autre histoire. De la façon qu'ils trouvent le Necronomicon, un fucking tremblement de terre. Really? Really? Puis là, ton sous-sol, ton parking souterrain fin, puis il y a un livre avec une statue de Jésus. Come on. Ça, c'est... Je trouvais que c'était lazy un peu. Mais bon, c'est pas de quoi qui me ferait détruire un film. Là, ce qui m'a dérangé le plus, le plagiat. Il y a une différence entre les hommages puis le plagiat, Martin. Les hommages, c'est des clins d'œil, comme Henrietta's Pizza, très cool. Henrietta Noby, qui est la fameuse Henrietta dans le sous-sol dans Evil Dead 2, sa face puis son nom apparaît sur une boîte de pizza, ça c'est un clin d'œil. Il faut que tu aies vu Evil Dead 2 pour comprendre. Ça, c'est un hommage. Le plagiat, c'est de dire Dead by Dawn. Pourquoi? Dead by Dawn, c'est le tagline de Evil Dead 2. Ça n'a absolument rien à fucking voir avec Evil Dead Rise. Dead by Dawn, est-ce qu'il dit ça dans Army of Darkness? Non. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est un fucking easy way de te lean in à la nostalgie et à dire, je vais dire une phrase que les gens aiment. Swallow your soul, même affaire. Ils l'ont mis pas mal comme dans ta face, puis c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'y aller autant. La scène de l'œil qui revole dans la gorge du voisin adolescent, qui est la même scène que Bobby Joe qui crache l'œil dans la gueule, excuse-moi, de Henrietta qui crache l'œil dans la gorge à Bobby Joe. Mm-hmm. C'était presque scène pour scène la même crise d'affaires. Puis Lily à la fin, Beth à la fin qui dit « Come get some ». Steve, il me l'avait dit la semaine passée, puis je ne catchais pas de quoi il parlait. Il dit arrêtez de vous de quoter Bruce Campbell, là, on n'est plus là. T'sais. Ça m'a fait cringe. Quand elle a dit « Come get some », j'ai serré des dents aussi. Et pour finir, le fucking Shining, man, l'ascenseur de sang, ça avec, c'est pas un hommage. C'est presque une shot pour shot de Shining. Pourquoi? Pourquoi mettre ça dans le film, tu sais? Tu vois, c'est là que moi et toi, on n'a pas la même opinion. Moi, je me nourris de ce genre de choses-là. Que ce soit un hommage ou que ce soit copié, c'est une référence. Les références, je les adore. Quand le film Ready Player One est sorti de Steven Spielberg, j'ai tripé ma vie parce qu'il y avait tellement de références et souvent faites de la même façon. Je veux dire, The Shining, tu as nommé The Shining, puis dans Ready Player One, là, c'est comme The Shining, là, all the way. Permets-moi de dire, par contre, Ready Player One, le concept du film, c'est ça. C'est pas grave, j'aime quand même quand les gens ils font des références dans les films comme les remakes, les reboots ou les suites, parce que c'est ça qui m'a... qui a fabriqué ma passion. C'est ça qui m'a aidé à aimer encore plus les films d'avant. Donc, quand j'entends quelque chose comme Get Some dans Evil Dead Rise, je suis comme « Ouh, j'aime ça au bout », tu sais, comme ça. Je comprends, tu sais. Puis je trouverais personne innocent ou poche d'aimer ça. C'est juste que moi, ça me déçoit. Je trouve que c'est paresseux. Je trouve que c'est paresseux puis c'est facile. Parce que la nostalgie, c'est payant. On le sait, je l'ai dit souvent, puis c'est connu. La nostalgie, c'est payant parce qu'il nous tire les cordons du cœur avec des choses avec lesquelles on est confortable. Puis, comme tu dis, tu te sens bien quand tu vois ça. Ça te ramène quelque part. Tu sais. Ouais. Ceci dit, c'est pas nécessaire. Tu sais, Evil Dead 2013, on fait des hommages, on s'entend, mais c'était beaucoup moins in your face. Ce film-là, Evil Dead Rise, m'a permis d'aimer encore plus Evil Dead 2013. J'y pense, plus j'apprécie Evil Dead 2013, puis moins j'apprécie celui-là. À quoi sert l'angle de la grossesse de Beth? Je pense que ça sert à comprendre qu'il est important pour elle de savoir qu'elle est capable d'être maman. Okay? She knows, she cares. OK? Mm-hmm. Et elle est là justement pour sauver la vie de la petite fille. Elle manque son coup avec les deux autres, malheureusement, mais comme tu l'as dit, on ne s'attache pas pantoute à eux autres. Moi, la petite fille, je me suis attaché à elle parce que c'est une petite fille et évidemment, ayant une petite fille, tu t'attaches plus facilement. D'ailleurs,
Gabrielle, quand elle a vu la bande-annonce de Evil Dead Rise, la première chose qu'elle m'a demandé, parce qu'elle savait que j'avais vu le film, elle a dit « Est-ce que la petite fille a survécu? » J'ai dit « Je te le dirai pas. » Elle dit « Je veux le savoir, parce que si elle survit, je veux voir le film. Mhm. » J'ai dit « OK. » J'ai dit « Elle survit. » Là, si elle va voir le film, pas sûr. Ouais, c'est ça. Il y a un autre kid pas loin de son âge qui se fait tuer, presque off-screen. On le voit mourir du coin de l'œil, mais je suis quand même surpris qu'il ait été là dans le film. C'est ça. Moi, je trouve que l'angle de la grossesse, c'était useless. Visualise ça, OK? T'es chez ta sœur. Ta sœur vient de se faire tuer, elle est revenue à la vie. Elle a tué ses propres enfants devant toi. Puis là, la plus petite de tes nièces t'arrête et dit « Est-ce que c'est vrai que tu es enceinte? » Puis là, tout le monde se calme et elle dit « Oui, je suis enceinte. » Man, j'ai tellement serré fort, je pense que mes plombages ont débarqué. Je veux dire, voyons donc, tabarnak, que vous avez une conversation là-dessus. Ça n'a apporté rien au plot, à mon avis. En tout cas, dans mon interprétation de ce qui se passait là, c'était useless, tout ça. Puis, quand le film a fini, je trouve que la finale est cool. Je trouve que Beth, elle a un bon comeuppance, dans le sens qu'avec la chainsaw, il y a quand même de la brutalité pas mal. C'est plaisant comment que ça termine pour un fan d'horreur. Mm-hmm. Mais la première affaire que mon fils me dit en sortant de la salle, puis j'étais d'accord avec lui, il a dit c'était bon, mais c'est pas Evil Dead. Il dit, tu sais, puis il dit ils n'ont pas compris c'est quoi les Deadites. Mon gars a 14 ans, man. Puis il a dit ça. Il dit, ils n'ont pas compris. Là. Il a dit ça, là. Il dit ça, c'est des gens possédés, mais c'est pas des Deadites. Ils n'ont pas les yeux blancs. Est-ce que j'étais fier de mon gars, moi? 2013, c'est la même chose? Oui, mais ça reste un reimagining 2013. Moi, je parle, mettons, de la trilogie originale. Les Deadites, ils ont une certaine façon d'être, tu sais. Ils sont cruels, mais ils ont une petite touche d'humour. Il n'y a pas grande touche d'humour dans les Deadites d'Evil Dead de 2013, ni dans les... Tu sais, Evil Dead 2013, il était au bas de ma liste, by the way. Mais là, il est avant-dernier, après Evil Dead Rise. Je trouve que c'est plus un film de possession typique que tu pourrais trouver sur Netflix, qui est bien fait, il est bien réalisé, le film, dans l'ensemble, tu sais. Mais ça reste que je trouve que c'est just another possession movie. Puis si tu enlevais le nom d'Evil Dead Rise là-dessus, puis tu appelais ça Veronica 2, mettons, tu as sûrement vu Veronica. C'est une histoire et un pacing qui est très, très similaire à ça. Ça manque de evil deadness. Puis je veux pas de Ash. J'en veux pas. On a assez eu de Ash, puis c'est correct. Ce gars-là a donné tout ce qu'il avait à donner. Je trouve que le canon dans ce film-là, j'ai de la misère à l'attacher aux autres films. Ils disent que c'est une suite d'une certaine manière, mais le Necronomicon est complètement différent. Oh, attends. Je t'écoute. C'est drôle. On a eu la conversation... moi puis Steve par rapport à ça. Et il y a quelque chose que tu as peut-être manqué dans l'enregistrement sur le disque. On parle de 3 livres. Et on en a parlé encore tantôt avec la gang de Health et de Deadites. Et ça fait partie d'un timeline. Hey, tabarnouche. Continue à parler, OK, sur qu'est-ce que tu pensais. Je vais sortir ça et je vais te l'amener. Pas de problème. Dans le fond, c'est ça. Moi, le problème avec ça, c'est le manque de feeling d'Evil Dead. C'est la vision de Lee Cronin, le réalisateur, qui est un réalisateur qui est compétent, clairement. Mais pour moi, c'est pas Evil Dead. Puis, tu sais, mon fils, il l'a dit, je ne l'ai pas feelé, ce film-là. Il dit, quand j'écoutais Ash vs. Evil Dead, oui, il y avait Bruce, mais il dit, je sentais l'ambiance d'Evil Dead. C'était over the top, c'était exagéré. C'était cruel, mais drôle. Il dit, là, c'était juste un film d'horreur. Puis ça manquait un peu de ce côté-là. Puis je suis d'accord avec lui. J'ai pas trippé. J'étais pas en crise en sortant du cinéma, mais j'avais le même genre de feeling que quand j'ai fini Scream 5. La même affaire. Okay. Puis j'ai pas haï Scream 5, by the way. Let's agree to disagree. Je vais te montrer ça. Qu'est-ce que ça a de l'air? Ça nous a été partagé. Je vais essayer de... Oh, c'est parfait de même. Ça nous a été partagé par Steve, je pense. Et si tu regardes en 1920, dans le Chronological Timeline,
ça dit A priest acknowledges the existence of 3 Necronomicons in OK. 1920. So, j'ai trouvé ça intéressant de voir que il y avait 3 livres. La théorie, 3 livres dans Army of Darkness. Hein? Il y a 3 livres dont il y en a un qui almost gets sucked in, puis l'autre qui mord la main. Ouais. Est-ce que c'est ces 3 livres-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils veulent mettre dans l'histoire pour que ça rende les suites plus intéressantes? Parce que je ne sais pas si tu as entendu parler, mais eux autres, ils veulent faire un film de Evil Dead à chaque 2-3 ans. Là, okay? Ils sont partis pour ça. Là. Mais j'ai pas de trouble avec ça. J'ai pas de trouble avec ça. Puis ça m'étonne pas parce que ce film-là va être un succès dithyrambique au box-office, Martin. Fait ils font bien de cash in là-dessus. J'en veux du contenu. Tu sais, tantôt, je parlais de Nightmare on Elm Street. C'est un bon exemple. Est-ce que toutes les Nightmare on Elm Street sont écœurants? Non. Mais est-ce que je les aime tous? Oui. Je les aime tous pour une raison différente. Quoi? Pas le remake, come on. C'est pas Nightmare on Elm Street, ça. Ah, bien, faut que tu le dises pareil. Je sais même pas de quoi tu parles. Je le connais pas, ce film-là. Ça. Moi, je te parle du timeline original, du 1 au 7. Et je compte Freddy vs. Jason là-dedans, que j'ai adoré, que j'ai regardé multiples fois. Fait que ça reste que Nightmare 5, objectivement, pas très bon. Freddy's Dead, objectivement, pas très bon. Puis Wes Craven's New Nightmare, c'est pas mon préféré dans la franchise non plus. Je le trouve un petit peu prétentieux, ce film-là. Mais ceci dit, je l'ai regardé souvent quand même. Mais j'aime cette franchise-là. Si Evil Dead peut avoir des yearly ou à tous les 2 ans, des nouveaux releases, moi, je les accueille bras ouverts. Comme je te dis, ce film-là, je suis sorti avec un feeling de pas écœurant, mais pas mauvais. Film divertissant qui a bien passé dans l'ensemble. Mais c'est ça qui est le fun avec la série des Evil Dead. Jusqu'à date, il n'y a pas un film que tu peux dire « Man, c'était pas bon. » là. Non, okay? Pas un. Si tu vas, mettons, dans Friday the 13th, tu peux. Facile. Dans Nightmare, même chose. Tu peux. Halloween Hellraiser, Halloween, tu sais, toutes les grandes franchises de ce monde dans l'horreur, il y a tout le temps au moins un film qui est pas poche. Ouais. Qui est poche, excuse-moi. Et c'est rare que tu as la perfection dans ces franchises-là. C'est sûr qu'il y a des exceptions, mais Evil Dead Rise, on est rendu à 5 films et on a aussi une série télé qui est fucking mentale. Immaculée, man. Immaculée. La série télé est parfaite du début à la fin. Donc, si on peut nous amener d'autres Evil Dead qui vont aller un petit peu plus en dehors de la boîte, qui pourrait vraiment rendre les choses beaucoup plus intéressantes parce que, OK, là, on connaît le huis clos, là, OK? On le sait, c'est arrivé dans le 1, c'est arrivé dans le 2, c'est arrivé après ça dans le remake. Army of Darkness, c'était le fun parce que, justement, ils sont sortis de la boîte. Ils ont décidé de faire ça en grand dans le monde médiéval. Ash vs. Evil Dead, même chose. Ils sont sortis du huis clos. Ils ont décidé de le faire at large. Beaucoup de nostalgie aussi en même temps. Beaucoup de comédie. Et je reviens à ce que tu as dit tantôt, les yeux blancs. Moi, les yeux blancs, c'est ce que j'aime le plus des Deadites. C'est vrai. Evil Dead Rise aurait pu avoir les yeux blancs. Ils ont décidé de garder la même chose que le remake. Moi, ça me dérange, mais je suis capable de passer à côté. Puis je ne peux pas croire que vous pensez qu'Evil Dead Rise, c'est pas un film de Deadites. Écoute, c'est un film de possession. Si on l'avait nommé autre chose, on en parlerait autrement de ce film-là. Puis on ne dirait pas rien de ce que j'ai reproché tant que ça. À part les personnages puis le pacing que j'ai trouvé moyen en crise, ce film-là, j'ai de la misère. Si tu enlèves le titre, comment tu fais pour distinguer que c'est un film d'Evil Dead? Ben là, c'est sûr que c'est avec le livre, là. Ben oui, OK, fine. Puis encore là, de la façon que le livre a été introduit, je trouvais ça cheap. T'sais. Fait que, rendu là, si je le place, je t'ai parlé tantôt de Scream 5, que j'ai trouvé correct, mais que je ne vais pas re-regarder. Evil Dead Rise, le pire, c'est que je vais peut-être y donner une autre shot chez nous. Parce que Thomas, mon fils plus vieux, puis ma femme Caroline, elle couvre un rhume, fait qu'elle n'est pas venue avec nous hier, elle était supposée. Elle était bien déçue d'ailleurs. C'est quelque chose que je vais regarder chez nous, peut-être une deuxième fois, juste pour dire, je vais me donner une écoute ici, là, hors contexte.
Là, j'aurais plus le hype, j'aurais plus rien. Je vois que la note sur IMDb moyenne descend de plus en plus. Il faut que ça stabilise, cette affaire-là. Je trouve pas ça fair que ça soit autant plus haut que Evil Dead 2013, que je trouve qu'il est un film supérieur, qui est mieux réalisé, puis qui est beaucoup plus brutal. Je suis d'accord, par exemple. Ouais, fait que si je donne des yeux là-dessus, Martin, là, si on regarde notre rating jusqu'à maintenant, on est beaucoup en triangle. Il y a beaucoup de films qui sont dans le moyen, très peu dans le haut de la liste, puis pas tant que ça dans le bas de la liste non plus. Evil Dead Rise, pour moi, je refuse d'adhérer au hype, malgré mon amour pour la franchise. Je lui donne 2,5 yeux sur 5, qui est une note moyenne, quand même. Je le répète, 5 sur 10, ou 2,5 sur 5, plutôt, c'est pas mauvais comme note. C'est juste que c'est pas un film que je vais revisiter annuellement ou biannuellement, certains. C'est un film qui est passable, mais qui aurait pu être beaucoup plus. Ben, tu vois, moi, je le retourne le voir cette semaine. Tant mieux, c'est ça qui fait la beauté de ces conversations-là. Si tout le monde était d'accord, ça serait plate en tabarnak. C'est vrai, t'as bien raison. Ouais, mais en tout cas, pour Evil Dead, je suis content, par exemple, d'avoir entendu dire qu'il était pour en faire d'autres. Idem. Écoute, si ça peut être bien... Comment on dit ça? Well monitored. Oui, c'est ça. Il faut que quelqu'un qui tient ça à cœur garde ça proche de son chest, là, quand même. Il ne faut pas que ça parte dans tous les sens. Il y a tellement... Restez canon, les réalisateurs. Je sais que vous n'écoutez pas. Là, si je suis francophone, c'est pas important, mais restez canon, respectez le core d'Evil Dead. Vous n'êtes pas obligé de refaire les mêmes films. Vous n'êtes pas obligé de refaire les mêmes quotes, de reprendre les mêmes scènes. Oui, il va y avoir des affaires comme, le Necronomicon n'a pas le choix. Là, il y en a 3. J'ai hâte de voir s'ils vont visiter le 2e ou le 3e des 3 dans le prochain film. Mais ce film-là va setter un précédent parce qu'il va faire du cash en tabarnak. Là. Moi, je sens qu'ils vont probablement refaire voyager les gens dans le temps. Ah, ça serait écœurant, man. Ça ne m'étonnerait pas. Fait que Martin, merci. Cette semaine, on a dépassé notre temps habituel, mais c'était très plaisant. C'est un épisode spécial. On aime ça. Hein? On en profite. Merci encore. On en profite. On est comme en vacances. Papa, il n'est pas à la maison. Merci à Anorak, merci à Eric d'être venu sur le show. Merci à Daniel, finalement. Daniel, je peux acknowledge ton nom, moi aussi. Puis, on se voit la semaine prochaine. On revient à la formule habituelle avec Steve. Il va venir se vanter, là, sûrement avec une veste couverte de lingots d'or la semaine prochaine. Mais ceci dit, merci Martin. J'espère que tu as eu du fun autant que moi de t'être prêt au jeu. Eh oui. On se voit la semaine prochaine. À bientôt. Ciao.